enfin sur la Médina, où l'association Tanger Al-Madina lance une série d'actions pour que la ville retrouve son rayonnement d'autrefois. Une réconciliation des Tangérois avec leur cité, qui passe aussi par une meilleure connaissance de son histoire. Je vous propose une visite guidée de la ville de Tanger et nous avons choisi ce soir comme guide pour cette visite guidée Madame Bkari. Madame Bkari, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes architecte, vice-présidente de la fondation Tanger El Medina, mais surtout tangéroise de passion, de combat, de cœur. Qu'est-ce qui vous a fait aimer au départ cette ville ? D'abord, Tanger n'est pas comme les autres villes dans la mesure où c'est une ville qui a un mythe, qui a une histoire, qui a une âme, qui a une mémoire très, très riche. Et en même temps, c'est une ville qui est entre deux mers, la mer Méditerranée et l'océan Atlantique, et entre deux continents. Ne serait-ce que ça, ce sont des éléments qui passionneront tout artiste, qui inspirent, qui sont une muse pour tout créateur dans différents domaines. Très bien. Tanger actuellement semble vivre un changement. Cette ville bénéficie de pas mal d'attention. Est-ce que vous sentez véritablement, en tant que citoyenne de cette ville, que quelque chose de nouveau est en train de se produire à Tanger ? Oui, tout à fait. Et avec la visite de Sa Majesté dernièrement à Tanger, c'est un message très fort de vouloir changer les choses et donc de plus de transparence, de lutte contre la corruption, des droits de l'homme, en fait. Et tout ça est bien ressenti ? Oh, tout à fait. Je pense que la population vit des moments intenses et d'émotions. Très bien. On commence notre visite guidée. Première étape, l'urbanisme à Tanger. À Tanger, l'urbanisme a toujours vécu entre rumeurs et réalité. Habitat clandestin, quartier non autorisé, immeuble hors la loi. C'est vrai, ces dernières années, l'immobilier a connu un développement extraordinaire, mais sans véritable règle du jeu. Aujourd'hui, l'agence urbaine tire la sonnette d'alarme. Elle a révélé pour Dounia la liste noire de toutes les constructions non réglementaires. Impressionnant. Spéculation, passe-droit, blanchiment, on nous avait prévenu à Tanger, tout cela est de notoriété publique. Mais d'entrée, c'est un problème rarement évoqué que nous découvrons. En plein centre, la plaine alluviale de l'Oued-Souani, qui devrait être une zone verte, est couverte de construction. Sur ces terrains argileux, marneux, très tendres, il n'aurait pas fallu construire. Des villas ont pourtant été édifiées rive droite, des immeubles rive gauche. Or, à Tanger, le risque sismique est important. Le risque, surtout quand il y a un tremblement de terre, il y a le risque d'écroulement. Et le risque, quand il n'y a pas de tremblement de terre, c'est l'affaissement. Donc il y a des fissures qui apparaissent dans l'immeuble. Quand on est dans une zone aussi reconnue par être sismique, il se peut qu'il y ait le phénomène de liquéfaction. C'est-à-dire C'est-à-dire que quand il y a un tremblement de terre, quand on a un sol argileux avec une nappe phréatique qui est pas profonde, est construite. Le tout nouveau directeur de l'agence d'urbanisme ne peut que constater les coûts déjà partis. Je viens d'arriver à Tanger, donc je ne connais pas vraiment les véritables motifs qui ont poussé à ce qu'on donne des autorisations dans ces zones. Je dis tout simplement que le dossier est là, par municipalité, et qu'il faut que cela s'arrête. Bon, j'imagine qu'on est tous sous pression des citoyens qui veulent valoriser leur terrain, sous la pression des investisseurs qui veulent investir, réaliser leurs projets. Mais il y a des limites à ne pas dépasser. Il y a des zones dans lesquelles on ne peut pas délivrer des autorisations. Voici donc la liste noire de l'urbanisme à Tanger, le dossier où l'agence a répertorié les constructions non réglementaires, mais autorisées par les communes. En voici un rapide florilège. Quartier Californie, face au consulat espagnol, un immeuble de 8 étages, mitoyen d'une villa, hauteur et occupation au sol non réglementaire. Route de l'aviation à côté de l'hôpital, des servitudes de jardin qui deviennent des garages avec ouverture de commerce sur la voie publique. Même secteur un peu plus loin, construction d'une série d'immeubles à 4 étages dans une zone de villa. Sur la baie, 2 étages de trop pour cet immeuble que l'on a stoppé, ce qui n'empêche pas le promoteur d'attaquer la deuxième tranche à côté.
Face à la plage, cet immeuble de 13 étages, non réglementaire lui aussi, comme beaucoup de constructions de la baie, il est d'ailleurs sans occupant. Un peu en retrait, on comble l'espace qui séparait ces deux bâtiments, un raccord contraire à tous les textes et qui suscite la plainte des voisins. Voici enfin à Beni Makada une école et des logements économiques construits sur l'emprise de la future rocade numéro 8. L'urbanisme, c'est effectivement un terrain à enjeu. C'est une dimension extraordinaire de synthèse des données économiques, sociales, etc. Il y a beaucoup de pression, c'est normal. Surtout à Tanger, une ville urbanisée à 83% et qui va continuer à s'urbaniser. Donc il y a des pressions extraordinaires. Alors je comprends parfois que dans certaines situations on a cédé. Mais tout de même, je pense que le Maroc est en train de changer. Ça, c'est fondamental. Il faut que tout le monde comprenne ça. Nous avons intérêt à ce que les choses se fassent désormais dans les règles de l'art. Il y a un état de droit. Il faut que tout le monde respecte le droit. Tout simplement, et ça sera l'intérêt de tout le monde. Après Tanger-la-Blanche, voici Tanger-la-Rouge, une ville qui a la couleur de la brique. Des quartiers entiers non autorisés. Chartres, Birchifa, une douzaine de zones tout autour de la ville. Un habitat qui s'est développé de façon extraordinaire suite à la sécheresse qui a poussé les paysans vers la ville et qui n'a de clandestin que le nom. Quand on dit clandestin, bon, c'est un terme un peu flou, parce que le clandestin, ça veut dire on n'est pas au courant. Mais la plupart du temps, ces gens-là ont payé pour être là, en quelque sorte. Ils ont payé pour être clandestins? Ils ont payé pour qu'il y ait une autorisation tacite. Il y avait malheureusement certains agents de l'autorité qui ont fait de ce clandestin un fonds de commerce. Et il faut dire les choses par leur nom. D'où cette extension en tâche de D'où cette extension qui permet aux ruraux d'échapper un peu à la dureté de ce qu'on appelle la citoyenneté au centre. Bon, ils n'ont pas les moyens. Deuxièmement, ça leur permet de rester un peu ruraux dans les pratiques puisqu'ils peuvent avoir de la volaille, un mouton et ainsi de suite. Et puis en construisant à leur façon sans que personne vienne les déranger. Ce qui fait qu'actuellement, quand on regarde la périphérie, c'est quelque chose de difficile à analyser. Et le problème qui se pose, c'est comment résoudre le problème. Parce que même si on veut faire quelque chose, c'est du dur. Ce sont des constructions qui ont pris racine dans le sol. Et je ne vois pas comment on peut remédier parce qu'il faut l'assainissement, il faut la sécurité en cas d'incendie, il faut le téléphone, les écoles et ainsi de suite. Le plus grave, c'est que ces quartiers gagnent sur la forêt, une véritable gangrène qui petit à petit se développe. La forêt est en train de se faire bouffer, entre guillemets, par l'habitat non réglementaire. On ne peut pas fermer les yeux sur cette évolution. Il faut une intervention extrêmement ferme pour que ce processus de dégradation du patrimoine forestier de Tanger s'arrête. Sinon, nous allons nous retrouver dans une situation extrêmement grave d'une ville totalement bétonnée. Et je pense que personne n'aura envie de ça. Autre quartier plus résidentiel, la vieille montagne, elle aussi gagnée par l'urbanisation, alors qu'elle constituait une réserve botanique très riche. Ainsi va à Tanger le cours des choses, au gré des interventions et des autorisations à géométrie plus que variable. Dernier exemple en date, le détournement de l'Oued, près de l'immeuble offshore. La commune, sur plainte de riverains, a dû supprimer le barrage qui avait été construit pour remettre l'Oued dans son lit. Plus de barrage, donc plus de possibilités de construire, et c'est maintenant le propriétaire du terrain qui s'estime lésé. Il y a une planète, il y a des SDO, il y a des schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme. Le problème, c'est l'application. C'est-à-dire que ces documents ont été faits, mais ceux qui ont un peu d'argent, le problème ici, c'est la force de l'informel. Il y a un argent important qui circule, c'est un argent souterrain. Et l'argent, le capital, il a toujours les moyens de contourner le droit. On parle beaucoup d'argent sale parce qu'ici, on est à la limite de Ceuta. Donc il y a beaucoup de gens qui tirent profit de ce qu'on appelle la contrebande. Il y a aussi tout le trafic à partir du RIF, je parle de la drogue. Et puis il y a aussi des gens qui tirent un profit, si vous voulez, des mouvements vers l'extérieur, c'est-à-dire des travailleurs immigrés qui ramènent beaucoup d'argent. Je ne sais pas si c'est un argent propre ou pas. La promotion immobilière est une façon de recycler cet argent. C'est un filtre, et tous les filtres retiennent la saleté en laissant partir l'essentiel.
Cet argent, il est encore temps de le canaliser vers un développement de la ville, vers une vocation touristique, vers une vocation de commerce qui ferait retrouver à Tanger son lustre. Je ne sais pas s'il reste quelque chose à canaliser parce que la rumeur dit que depuis qu'on a arrêté quelques barons de la drogue, les gens déposent leur argent en Espagne. Et il paraît que le sud de l'Espagne actuellement, la construction s'est animée par certains Marocains. Et les Espagnols, ils ne disent pas que c'est un argent sale. Alors qu'ici, bon, je pense qu'il faut tout simplement qu'il y ait un droit. On ne fait pas d'enquête pour savoir d'où vient l'argent, mais appliquer le droit au niveau de l'urbanisme, au niveau de l'investissement, et puis mettre fin à la corruption et on passe droit. C'est une ville où on a beaucoup, effectivement, on fait des choses non réglementaires. C'est une ville où toutes les formes d'habitat non réglementaire se développent. C'est une ville avec énormément de déficiences en matière d'équipement. Donc là, c'est la synthèse de tout ce qui ne doit pas exister. On le trouve à Tanger. Alors, renverser ceci, c'est extrêmement difficile, vous en convenez. Mais je pense que s'il y a des bonnes volontés, il faut que tout le monde s'y mette de bonne volonté pour renverser la situation et permettre à Tanger de reprendre à sa place. Parce qu'il a des potentialités qui lui permettent pas de se substituer à Casablanca, c'est quand même notre pôle national, mais Tanger peut occuper réellement le second pôle à l'échelle nationale. Beaucoup de gens tiennent le discours que vous venez de tenir là. Qu'est-ce qui vous permet de dire que vous allez passer aux actes ? Moi, je compte surtout sur la nouvelle situation politico-économique qui est en train de s'installer dans ce royaume. Ça suscite beaucoup d'espoir auprès de tous les Marocains, même à l'extérieur. Et je pense que c'est ça notre atout principal. S'il y a des gens intègres, de bonne volonté, les instructions de mon ministre étaient très claires à ce niveau-là. Il faut travailler dans l'intégrité, dans le respect de la loi, pour permettre à cette ville justement de revivre et de retrouver sa place à l'intérieur du territoire national. Voilà une note positive qui fait chaud au cœur, c'est vraiment un signal positif. Mais avant de développer tous ces signaux qui commencent positifs, qui commencent à scintiller à Tanger, je voudrais revenir un peu sur l'impression qui a toujours prévalu, celle d'une ville un peu synthèse de tout ce qui ne doit pas exister. Vous l'avez vécu comme ça, ressenti comme ça jusque-là? Moi je reviens encore à répéter qu'il y a beaucoup de qualités avant tout. Mais bon, bien sûr, quand les lois ne sont pas là, alors la loi prospère. Ça fait un véritable Far West, effectivement. Ah, vous avez vécu dans le Far West, alors jusque-là, à Tanger? Pas tout à fait, et effectivement, les lois en elles-mêmes doivent être remises en cause. Est-ce que c'est seulement une question de loi que des gens prospéraient un peu malhonnêtement, pour parler d'urbanisme, que des tours en infraction avec toutes les réglementations est poussé? Est-ce que c'est simplement une histoire de loi? C'est aussi un esprit, effectivement, l'esprit spéculatif, ça existe depuis même l'époque internationale. Voilà. Il y avait des spéculations foncières déjà à cette époque-là, et puis bon, suivi par la suite par une spéculation immobilière. D'ailleurs, une personne dans ce reportage, un témoin disait, c'est le capital arrive à contourner l'état de droit. Aujourd'hui, est-ce qu'à votre avis, c'est possible que le capital soit maintenu et n'arrive pas à contourner l'état de droit, que l'état des droits enfin s'installe? Est-ce que c'est possible? Oui, tout à fait. Déjà avec l'installation de l'agence urbaine récemment à Tanger, il y a une volonté de faire respecter des lois, même si ces lois doivent être quand même remises en cause parfois. Mais bon, ce sont des lois qui sont faites par des hommes, donc elles vont changer, elles vont évoluer par la force des choses. Oui. Mais il faut surtout une coordination entre les différents acteurs, différents personnes, les intervenants dans l'acte de bâtir, donc aussi bien les décideurs que les concepteurs que les citoyens. Cette phrase du président de l'agence urbaine qui nous dit « Moi, je ne crois pas au défaitisme. Je suis convaincu que Tanger deviendra le second pôle économique du royaume. » Est-ce qu'on se dirige vers ça actuellement? Moi, sincèrement, je suis très optimiste dans ce sens-là. Si, effectivement, les lois, en conséquence, sont respectées et sont établies en bonne et due forme. Alors, votre maître mot, vous, c'est la loi. Tout à fait. Il faut des lois et il faut les respecter. Oui, tout à fait. Il faut des réglementations et des arrêtés qui permettent de voir plus clair, de voir plus transparent où on va. Est-ce qu'une loi arrivera à résorber, par exemple, comme on l'a vu dans le reportage, est-ce qu'une loi arrivera à résorber un quartier clandestin, un quartier spontané? Là, c'est peut-être plus dans le sens charte qu'on devrait parler, parce que
c'est beaucoup plus complexe dans le sens de réhabilitation des bidonvilles parce que c'est un espace, c'est une mutation sociologique qui est en cours. C'est des espaces avant traditionnels, aussi bien citadins que ruraux, qui sont en mutation. Et donc, effectivement, il faut de nouvelles lois, il faut de... Mais c'est des chartes, parce qu'il faut une prise de conscience de tout le monde pour remédier à ce problème-là. Plus concrètement, vous êtes une femme, je le sais, de terrain, et vous allez dans ces quartiers-là, vous travaillez chaque jour dans ces quartiers-là. Est-ce que les gens qui habitent dans ces quartiers clandestins croient qu'un jour, on va leur introduire l'assainissement, les écoles? D'abord, il faut que ça vienne d'eux-mêmes, il faut qu'eux veuillent changer les choses. Et très souvent, les bidonvillois veulent rester sur place et essayent de... Mais en fait, ce qu'il faut, c'est surtout les aider sur place. Il faut travailler avec eux, essayer de voir vraiment les besoins premiers de ces bidonvillois. Et vous y croyez dur comme fer. Il est possible de faire entrer des réseaux d'égouts, par exemple, dans un quartier où il n'était pas prévu d'égout, par exemple. Tout à fait, il faut travailler localement en fonction des problèmes sur place. Je pense que pour l'intervention au niveau des bidonvilles, c'est plus un travail de partenariat, d'abord, et je reviens avec les différents acteurs, avec la population elle-même, mais ça serait sur place. D'abord, un matériau de construction adapté, adéquat, et une infrastructure aussi plus cohérente. Résorber, trouver une solution à ce qui existe et empêcher que ça se reproduise. Est-ce qu'actuellement on tient compte de cette démarche? Il y a une prise de conscience dans ce sens-là, mais c'est encore très timide. Clairement, est-ce que la spéculation s'est arrêtée? Est-ce que les trafics, les abus de pouvoir se sont arrêtés? Ça, moi, je ne veux pas dire oui ni non, mais il est évident que ce ne sont pas des choses qui s'arrêtent comme ça aussi rapidement. Madame Calais, je vous propose de découvrir avec nous, mais vous le savez mieux que nous, un autre point noir de la ville de Tanger, c'est l'assainissement. Le réseau couvre à peine 40% de la ville et la magnifique baie de Tanger continue à recevoir tous les rejets de la cité. En attendant la privatisation en cours de la régie et l'exécution du nouveau schéma directeur, eh bien, citoyens et industriels s'impatientent. À Tanger, toutes les eaux usées se déversent sur la baie. Par endroits, ce n'est plus la Méditerranée, mais la mer Noire. Il y a d'abord ce rejet derrière le port, puis ensuite celui de la plage. Il y a enfin les oueds, pollués à vue d'œil et surtout à vue de nez. Oued Soigny, Oued Morora, le plus grand récepteur de déchets, en particulier ceux venus de la zone industrielle. Et puis, de l'autre côté de la ville, derrière le plateau Marchand, il y a ce grand collecteur sur la petite plage. Il date de l'époque de Tanger International, époque depuis laquelle bien peu de choses ont été faites par les communes, si ce n'est transféré il y a 2 ans l'assainissement dont elles avaient la charge à la régie d'eau et d'électricité. Le réseau, depuis un certain nombre d'années, en fait, il n'y a pas grand-chose qui ont été ajoutés à l'ancien réseau de Tanger. Donc il y a le réseau existant qui consiste à transférer les eaux usées de pratiquement la ville de Tanger vers le port, où il y a un rejet, et un certain nombre de stations de pompage qui étaient dans des états pratiquement de dysfonctionnement. Depuis 2 ans, la RED a entrepris de rénover et de remettre en marche 4 de ces stations de relevage qui ne fonctionnaient pas. Ici, la station Helvétie. Elle va pouvoir à nouveau intercepter les eaux usées et les transférer sur les émissaires au lieu de les laisser s'écouler au centre de la baie. Mais cela ne suffira pas, le réseau ne couvre même pas 40% du territoire de la ville. Un nouveau plan directeur et la privatisation de la régie ont donc été envisagés. Et même en cas de fonctionnement de ces stations avec leur débit actuel, il y a le problème du rejet vers la baie. Donc le plan directeur, lui, il conçoit des stations de relevage d'un débit beaucoup plus important et qui consiste à transférer toutes ces eaux usées vers l'autre bassin versant constitué par Oued Lioud. Donc le bassin versant Oued Lioud où il y a prévu une station d'épuration avec un émissaire en mer qui sera réalisé en 2e étape. Pour mieux comprendre les données de ce dossier noir, nous sommes allés sur la zone industrielle, route de Tétouan. 138 hectares, plus d'une centaine d'unités en activité, pas loin de 25 000 emplois.
Tous les matins, l'ASIT, l'association des industriels de la zone, assure le nettoiement et l'évacuation des déchets. Elle a pris en charge ce domaine, jusqu'alors assuré par la commune, pour obtenir un service convenable. L'exemple pourrait faire école et l'association des industriels envisage la construction sur la zone de locaux pour la protection civile, la police ou les premiers soins qui font cruellement défaut. Pour les déchets, la commune a même cédé son camion multibenne à l'ASIT qui effectue chaque jour une quinzaine de voyages jusqu'à la décharge toute proche. Après les déchets, l'ASIT a dû se pencher sur le problème de l'assainissement. Et là, les choses sont plus compliquées, en particulier ce grand canal, censé au départ évacuer seulement les eaux de pluie vers l'oued Soigny et la plage. Comme l'ensemble du réseau, il n'a visiblement pas résisté aux outrages du temps. Personne ne pourra me dire que réellement un canal qui a été construit en 1975 ne puisse pas résister 20 ans ou 15 ans, qu'il soit complètement détruit. Donc il y a un problème de fond. Comment il a été construit? Est-ce qu'il a respecté le cahier de charge? Quel était le travail des travaux publics et des instances qui ont veillé à la construction de la zone? Donc c'est un problème. Ensuite, un réseau d'évacuation des rejets qui se colmate. Oui, bien sûr, l'assainissement qui n'a pas été construit aussi selon les normes. Nous parlons de la capacité à évacuer les eaux usées de la zone, les stations qui sont en aval de la zone industrielle, qui n'ont jamais fonctionné. C'est une responsabilité qui est lourde de ceux qui ont planifié la construction de la zone. Plus grave, ce petit canal qui envoie vraiment de toutes les couleurs. Textile, teinturerie, céramique. Le réseau de la zone était prévu pour être séparatif, mais comme les canalisations des eaux usées étaient insuffisantes, les industriels se sont branchés sur le réseau des eaux pluviales. Les industriels devaient rejeter quelque part. Ils ont rejeté là où ils pouvaient rejeter. Là où ils devaient. Ils ont rejeté dans bien sûr, les canaux d'eau usée ou d'eau de pluie. Et ces canaux allaient là où il ne faut pas qu'ils aillent. Vous trouvez normal qu'aujourd'hui, on ait des teintures, des peintures, des produits chimiques qui aillent directement sur la plage? Tout à fait anormal. C'est pour cela que nous attendons d'un côté réellement que ce réseau d'assainissement fonctionne, parce qu'il ne fonctionne pas jusqu'à maintenant. Malgré, nous avons, c'est pas notre travail, nous avons consenti des investissements très importants pour remettre en marche la station de relevage qui tire les eaux usées pour les rejeter ailleurs. Et qui ne fonctionnait pas depuis combien de temps? Qui n'a jamais fonctionné. Et depuis, la régie a complété le travail que nous avons commencé, mais le réseau, aujourd'hui, à l'intérieur de la zone, ne fonctionne pas. Seule entreprise à nous avoir ouvert ses portes, Jacob Delafont, l'un des rares industriels de la zone, a géré véritablement ses déchets. Déchets solides qui sont triés pour être soit éliminés, soit recyclés, comme ici avec ces rebuts que l'on casse pour les réduire ensuite en poudre. Même souci de récupération pour les eaux usées, elles passent par des bassins de décantation où l'on récupère la matière première qu'elles contiennent. Façon de concilier environnement et économie. Avec l'aide d'Euromaroc Entreprises, c'est maintenant une station d'épuration pour la zone tout entière qu'envisage l'ASIT. Mais il faudra aussi que chaque industriel fasse un effort et ne soit plus seul juge de ce qu'il peut ou non rejeter. Les gens disent, ah oui, parce qu'il n'y avait pas de cahier de charge, parce qu'il n'y a pas de normes au Maroc, parce que, et tout le monde dirait que c'était un Far West. Et au niveau pas de Tanger, au niveau national, les industries qui s'installaient depuis les années 70-80, s'installaient sans respecter les normes d'environnement. Maintenant, il y a une conscience générale. Ok, mais non, que chacun prenne sa part de responsabilité. Les sociétés les entreprises qui doivent se mettre à niveau doivent aussi. C'est clair, pour réussir, ce n'est pas un problème de conscience, doivent recevoir des aides et des moyens et des financements pour faire en interne ces travaux qui sont vitaux. Vous pouvez fixer quelle échéance, quel délai? Mais on doit être réellement aussi clair. Ce n'est pas aujourd'hui un projet qu'on va commencer maintenant, qu'on va terminer fin 2000. C'est un travail qui doit être sur 5 années, donc 2005-2006. Mais je le dis, je le précise, malgré le diagnostic qu'on va faire, malgré l'effort qu'on doit faire, si le gouvernement ne met pas en place des moyens, donc c'est le même problème que pour la mise à niveau, des moyens qui sont réels, qui existent, qui soient intéressants, qui puissent aider les industriels à se mettre à niveau au niveau environnemental, on va arriver à nulle part, parce qu'il y a un problème déjà financier pour se mettre à niveau techniquement. Moi,
à mon avis, il ne faut pas chercher la responsabilité, et il faudrait chercher la solution pour ce genre de problème, parce que ce qu'il faut, c'est réaliser des ouvrages qui vont régler ce problème, pour pouvoir donner à la ville, ne serait-ce que dans le domaine touristique, son aspect dans le temps. Et il faudrait trouver des solutions, et la solution, il n'y a pas, c'est pas, disons, comment on dit, la mer à boire. Il faudrait réaliser la station d'épuration. Madame Beccari, on a l'impression qu'à Tanger, en même temps que des richesses s'accumulaient, le temps se figeait en matière d'assainissement. 40% seulement de réseau, c'est peu. En fait, il ne se figeait pas, il se dégradait encore plus. Et bon, ce n'est que récemment que la régie a entamé des études pour réétudier le nouveau réseau d'assainissement à proposer. Parce qu'avant, c'est la communauté urbaine qui s'en chargeait. Mais récemment, avec les concessionnaires qui vont donc peut-être reprendre en charge la régie, il va y avoir une autre encore peut-être configuration et une nouvelle étude donc de ce réseau. Vous y croyez, vous, à cette solution de privatisation? Vous croyez que ça va être véritablement le miracle qui va donner à Tanger les 60% de réseaux d'assainissement manquants? Si on voit qu'au niveau de la RED, les gens qui travaillent sérieusement attendent avec impatience les concessionnaires, on ne peut que nous aussi s'y abdiquer. Mais à quel prix les factures, ça c'est peut-être ça qui déterminera notre position par la suite. Moi je garde une phrase en tête d'un des industriels dans ce reportage qui disait « De toute manière, aujourd'hui, il ne faut pas chercher la responsabilité, mais la solution. Vous, technicienne, femme de terrain, architecte, quelle est la solution pour vous ?» Moi, je pense qu'au contraire, il faut que tout le monde travaille, tout le monde s'y mette. Et je trouve que ça serait quand même dommage que la ZIT baisse les bras, parce que bon, déjà, une fois associés, ils ont constitué une force au niveau de Tanger. Ils soutiennent beaucoup de manifestations culturelles, d'associations, etc. Mais il faudrait qu'ils continuent à donner l'exemple dans leur travail. D'autant plus que parmi les pollueurs de ce canal, il y a les industriels. Bien effectivement. Effectivement, j'ai l'impression qu'ils ont bien profité de leur situation, ils ont bien profité des structures qui existaient, ils ont fait des choses positives, mais aujourd'hui, on l'a entendu, ils réclament des investissements supplémentaires alors qu'ils ont bien détérioré le réseau existant. Mais bon, là encore, je y reviens, tant que le projet de loi n'est pas encore homologué, on ne peut culpabiliser personne. La loi pour vous est très très importante. Bon, là on a vu les industriels qui se sont un peu substitués aux autorités locales, ils ont fait dans ce reportage leur mea culpa. Bon, très bien, aujourd'hui ils réclament des investissements, très très bien. Et les habitants? Parce que c'est tout de même eux qui pâtissent le plus des rejets industriels, du manque d'assainissement de tous les rejets. Comment vivent-ils la chose dans les quartiers que vous connaissez bien, ces quartiers que vous appelez spontanés? Alors d'abord, particulièrement, le cas de la Médina de Tanger connaît ce problème, dans la mesure où les canaux, où les réseaux d'irrigation sont très anciens et sont non visitables avec la densification. Mais le problème se pose plus particulièrement dans les quartiers clandestins, densifiés, où il n'y a pas de réseau. Le réseau est établi par les gens eux-mêmes. Et ils sont prêts donc à mettre la main à la poche, à votre avis, pour une meilleure hygiène. Si une société privée vient construire de nouveaux réseaux, ils sont prêts à les mettre la main à la poche? Mais tout à fait, puisque déjà ils cotisent entre eux pour établir ces réseaux à des prix aussi assez élevés, mais pas toujours bien fait. Donc, j'ai l'impression que ces quartiers-là, c'est bien souvent un village transposé à la ville. Oui, c'est une mutation sociale, mais il n'y a pas justement d'attente de la part des instances pour accompagner donc cette nouvelle forme d'urbanité. Est-ce que véritablement on peut attirer des touristes alors qu'il y a 5 oueds qui sont des égouts à ciel ouvert qui traversent la ville et vont se jeter dans la baie? Est-ce que c'est possible? Je pense que là encore c'est une politique d'attirer encore plus de fonds. Donc moi je pense que par rapport à Tanger, il faut arrêter quand même l'objectif avoir de l'argent. Je pense qu'il faut d'abord répondre à certains besoins de la part de la population, à certains besoins de différentes formes d'habitat qu'il faut réaméliorer, réagencer. Et je pense qu'il faut d'abord donner une vie à cette ville plutôt que de continuer à essayer de faire entrer encore de l'argent.
Très bien. Je vous propose de faire un petit tour dans la Médina, mais avant véritablement de plonger, de poursuivre notre périple dans la Médina, je vous propose un petit clin d'œil en forme de devinette. Regardez bien ces images et essayez de devenir où nous sommes, au Maroc ou bien en Chine, à Tanger ou bien à Saïgon. Méfiance, les apparences sont parfois trompeuses. Madame Bkari, bon, c'est un petit clin d'œil de l'équipe de Dounia. Vous connaissez un peu l'histoire de cet exotisme tangérois? Non, pas particulièrement, mais je suppose qu'il y a aussi beaucoup de mimétisme de la part du Marocain. C'est pas toujours péjoratif, mais il y a certaines choses qui lui plaisent et qui reprennent. Bon, c'est peut-être aussi un moyen pour montrer qu'il appartient à une communauté qui lui ressemble, donc il reprend la même chose. Ah bon, d'accord. Donc la communauté chinoise, ou du moins asiatique, est très présente à Tanger. Vous êtes architecte, j'espère que vous n'avez jamais commis de choses comme ça. Il ne faut pas censurer ce genre de choses. Je ne pense pas que c'est une manière d'aborder le problème, parce que bon, ce n'est pas de l'architecture, c'est des éléments de plaquage. Je pense qu'en fait, nous manquons beaucoup de critiques architecturales, aussi bien de la part des responsables que de la part des journalistes. C'est beaucoup plus complexe pour faire une critique. Ce n'est pas une simple photo qu'on devrait analyser, mais c'est beaucoup plus profond. Il faut analyser des plans et les gens ne savent pas encore lire les plans. J'admire votre tolérance et chaque téléspectateur pourra se faire sa propre idée. Je vous rassure, ce style, ou appelez-le chinoiserie, a épargné la Médina. La Médina de Tanger, dans cette Médina, une association a lancé une série d'actions pour que la ville retrouve son rayonnement d'autrefois, une sorte de réconciliation des Tangérois avec leur cité, une réconciliation qui passe par une meilleure connaissance de leur histoire. La création de la fondation Tanger Al-Madina est toute récente. C'est l'histoire de Tangérois qui avaient le sentiment ces dernières années d'une dégradation continue de leur ville. Ils ont voulu réagir pour sauvegarder les endroits où l'on voit la ville, si important à Tanger. Réagir pour faire ressurgir l'eau des fontaines, pour aménager les petites places, mais surtout pour mieux faire connaître les richesses de la Médina. Ils ont l'espoir aujourd'hui d'être mieux compris et de prouver que Tanger peut vivre par elle-même, par son patrimoine, son identité, comme elle l'a fait par le passé. Il a une caractéristique, pas comme les autres médinas des villes du Maroc, qu'on trouve plus le cachet marocain qu'autre. Ici, on trouve un peu le cachet de partout, quoi. Même l'architecture, par exemple, il y a une architecture andalouse, une architecture, disons, occidentale aussi, et en même temps, il y a des petits cachets marocains et arabes qui distinguent. Et ça, c'est très joli, on trouve des couleurs différentes que les autres médinas marocains. C'est ça la mémoire, c'est ça l'histoire, ça trace, ça parle. La Médina parle elle, toute seule, et nous donne, il nous explique qu'est-ce qui s'est passé à Tanger. Et ça, c'est très agréable, quoi. La Médina d'aujourd'hui, il est peuplé des gens des clandestins qui viennent d'ailleurs. Ça, c'est un problème actuel. Il est surpeuplé qu'avant, mais avec une population, disons, momentanée, qui espère toujours de sortir un jour ou l'autre et d'avoir une maison ailleurs. Et il y en a d'autres
très peu, mais quelques-uns qui sont encore là. Ils sont des vieux, mais qui ne peuvent pas sortir. Ils n'ont pas de moyens, ils ont gardé leur maison, ils sont là. Faire cohabiter sans tension ces anciens et ces nouveaux habitants, c'est leur donner un sentiment d'appartenance à la Médina qu'ils n'ont peut-être pas forcément. Un lieu chargé d'histoire, du Petit Soko, l'ancien forum romain, jusqu'à l'ancienne délégation française, où séjourna Delacroix. C'est aussi, à l'image de la ville tout entière, un lieu qui a toujours attiré les artistes. Ils sont encore quelques-uns à vivre ici, comme ce musicien knawa, Abdellah El Gourd, qui entre deux concerts de jazz à travers le monde, se ressource dans la maison qui fut celle de son père. Il vous inspire. بالطبع طنجة دائما كانت وما زالت تعطي وكل مرة كتزيد الحمد لله طنجة ما زايدة التقدم زايدة. Pour mieux faire passer le message, la Fondation s'appuie aussi sur les femmes avec qui elle a organisé des réunions à propos du nettoiement et de l'entretien du quartier. من الجهود ديالها مع الاطفال مثلا وين كيمشي هالك الضوء ولا شي حاجه او الزبل او لا خلي اختصرنا ديك شي مره اخرى هذا هو المشكل الخطه ديالنا جميعا بحال قلت لنا حنا خصنا نعملوا المجهود ديالنا نعاونوا حنا خصنا نتعاونوا مع بعضنا ماشي نتخلوا واحد. Ici, chaque porte, chaque façade est une histoire, celle d'une ville construite pour l'essentiel le siècle dernier, mais sur des plans anciens. Des pans entiers de la muraille qui entourait la Médina ont disparu ou sont masqués par des immeubles. La Fondation voudrait remettre en valeur ces remparts, pas uniquement pour les restaurer, mais pour donner dans le même temps une activité productive ou touristique à ce quartier marginalisé. Autre projet, la plantation d'arbres pour empêcher l'effondrement qui menace certaines parties de la falaise. Et la création de circuits qui permettraient aux visiteurs de parcourir la ville ancienne. Une ville sur laquelle veillent encore, mais pour combien de temps, les fantômes de la Belle Époque, le théâtre Cervantes et le Grand Hôtel, rendus célèbres par les toiles de Matisse. Autre richesse à l'abandon, sur la falaise, ces tombes creusées dans le rocher, une nécropole punico-romaine menacée comme d'autres sites archéologiques de la ville, à la fois par l'ignorance et par la modernité. On a toujours la ville islamique, mais à côté, la ville antique. L'exemple de l'Arrache, il y a à côté Lixus, Tétouan, il y a à côté de Samouda, Chella, Salah, il est à côté de Chella. Ici, c'est pas le cas. Ici, c'est pas le cas. Tanger, c'est la seule où la ville ancienne a toujours existé. Elle a continué à exister jusqu'à l'époque moderne, jusqu'à maintenant. Il faudrait préserver ces vestiges parce que ce sont les seuls repères culturels, identitaire, etc., pour la ville, parce que, je ne sais pas, demain, on aura une ville qui a perdu toute son identité, et aussi ces vestiges pourraient être exploités à des fins touristiques, à des fins économiques aussi. La ville moderne fait bien peu de cas de ces traces du passé. Ailleurs, près de la grande mosquée, ce sont des villas que l'on démolit. Mais dans ce tableau bien sombre, une lumière apparaît soudain, Darna, une association qui vient en aide aux jeunes des rues de Tanger et qui, avec ce palais sur la falaise, l'ancienne école du Détroit, a enfin trouvé un lieu à la hauteur pour créer une maison communautaire. Elle offrira bientôt à une centaine de garçons et de filles des ateliers pour qu'ils apprennent un métier, mais davantage encore, un lieu de vie pour être ensemble. On a contacté les autorités qui nous ont dit qu'il n'y avait pas d'endroit, pas de site. Bon, ça fait quand même pas mal d'années, ça fait même presque 2 ans et demi. Et finalement, on s'est mis nous-mêmes en commando à chercher dans la ville. On a découvert ce lieu qui était muré. On est allé chercher au cadastre. On a découvert le titre foncier sur lequel on découvre que c'est un legs qui devait être un lieu socio-éducatif qui est désaffecté depuis une vingtaine d'années. Il était évident que nous allions nous plaider la cause de ces jeunes qui sont marginalisés alors qu'il y a des lieux du patrimoine collectif qui auraient dû leur servir depuis des années. On était ravis de trouver que c'était un site normalement réservé pour les riches
et que nous allions amener les jeunes qui normalement sont refoulés dans les périphéries, venir partager aussi cette vie sociale à la limite de, vous avez Saint-Laurent à côté, mais vous avez un quartier populaire juste de la Médina, et je crois que ces jeunes-là, ils doivent s'insérer là où précisément pour recoller le tissu social, repasser des liens entre toutes les catégories sociales. Face au Détroit, face à Gibraltar. Et ça c'est un lieu symbolique aussi, parce que tous ces jeunes rêvent que d'une chose, c'est la fascination de tous les marginaux, c'est de traverser en pensant magiquement que là-bas ils auront une meilleure vie. Je pense qu'en apprenant une piste de vie ici, eh bien ils regarderont la beauté du paysage et ils seront très contents de rester chez eux. Madame Kari, avant de revenir sur ce projet de Darna, ce vraiment extraordinaire projet de maison de jeunes, je voudrais revenir sur la ville de Tanger. Tanger, c'est une superposition ou enchevêtrement de quartiers, de styles, d'histoire. Pourquoi vous êtes axé plutôt sur la Médina que sur d'autres quartiers? Parce que justement, la Médina de Tanger est assez particulière par rapport aux autres villes du Maroc, c'est parce qu'elle n'a pas toujours été marocaine. Elle a été d'abord avant tout romaine et le tracé est encore visible sur ses rues. Par la suite, elle a été musulmane. Et par la suite, portugaise, anglaise, encore musulmane, et puis époque internationale et actuelle. Donc en fait, il y a eu un remaniement spatial et chaque période, chaque époque a essayé de s'approprier la ville avec une idéologie, avec une expression architecturale différente, et c'est encore visible sur certains espaces, pas sur les constructions parce qu'elles ne datent que du 19e siècle, oui. Mais sur les murailles, on arrive à voir toute cette superposition historique. De moins en moins tout de même. Oui, parce qu'il y a certaines dégradations, mais bon, les endroits qui sont encore visibles, il faut essayer de les sauver. Et vous arrivez à sensibiliser les gens à préserver ces ultimes traces de l'histoire? C'est notre principe majeur, mais nous ne pouvons le faire que si la population elle-même le veut réellement. Donc en fait, ce qu'on essaie surtout de faire passer comme message, c'est essayer de réconcilier ceux qui habitent dans la Médina et le cadre bâti. Donc, pardon, je vous en prie, je vous ai coupé. C'est en fait pour nous une manière de mieux leur faire connaître la Médina pour qu'ils la dévalorisent moins, pour qu'ils soient plus contents d'habiter dans la Médina. C'est une manière de leur approprier ces espaces-là, parce qu'ils ne sont pas très contents d'habiter dans la Médina. Ah bon? Oui, parce qu'en fait, ils sont d'origine rurale et le fait d'habiter dans des espaces qui sont cloîtrés, donc à leurs yeux, n'est pas. Et en plus, ils sont locataires. Et la notion de propriétaire au niveau des Marocains est très importante. Donc pour eux, c'est du provisoire et en plus, oui. C'est vétuste, c'est ancien. Donc ils ne s'investissent pas véritablement. Tout à fait. Oui, mais pourtant, on a vu là, je sais que vous faites de nombreuses opérations, des opérations de cholage, des opérations de propreté. Et bon, il y a cette femme, je crois qu'elle s'appelle Fatima dans le reportage qui dit si notre quartier est sale, la faute est collective, mais tout ça c'est du passé, maintenant il faut nettoyer. Est-ce que vous êtes tous membres de l'association, vous êtes tous aussi bien reçus par les gens que Fatima pour nettoyer cette Médina? Oui, tout à fait. Quand je dis nettoyer, c'est aussi faire des fontaines, des lieux de réunion. Oui, en fait, mais tout ça aussi, c'est un prétexte pour nous, pour essayer de créer des lieux de convivialité. Parce qu'en fait, par rapport aux bidonvilles, dans les bidonvilles, on trouve un peu plus de convivialité que dans la Médina. Le fait que chacun soit propriétaire de son terrain dans le bidonville, le fait qu'ils soient aussi originaires du même patelin, ils essayent de constituer des groupes de vie, fait qu'il y a une certaine cohérence malgré tous les problèmes structurels. Mais dans la Médina, cette proximité, cette promiscuité, et ce côté aussi vétuste de l'habitat fait qu'il y a des tensions entre eux. Donc en fait, toutes ces premières démarches sont pour nous un moyen aussi de réconcilier les gens aussi entre eux, et puis d'aller plus en avant et de voir vraiment les vrais problèmes des habitants. On est d'abord à l'écoute des habitants. Et je vous propose de quitter quelques instants l'enceinte de la Médina et de voir Tanger dans sa globalité. Il y a, je crois, 250 sites historiques ou archéologiques qui sont recensés. Est-ce que les Tangérois, globalement, sont conscients de ce patrimoine et sont-ils prêts à le valoriser pour faire un tourisme historique, un tourisme culturel ? Oui, les Tangérois sont sensibles à tout ça et effectivement ils sont fiers de ce riche patrimoine. Mais là encore, il n'y a pas de loi qui oblige les gens, les promoteurs immobiliers ou les entrepreneurs qui, une fois qu'ils ont découvert des fouilles, de mettre au courant les différents organismes concernés.
Vous tenez véritablement à la force de la loi et vous avez raison. On passe à cette maison de jeunes à Darna qui était une donation faite par une personne étrangère pour faire une maison de jeunes. La loi a tout de même triomphé. On voit cette maison de jeunes qui est en train de se rafraîchir et bientôt il y aura 7 corps de métier qui seront enseignés là. C'est une grande victoire ça pour vous. Ah, tout à fait. Moi, je pense que le travail qui est fait par cette association Darna et avec la fondation Haja Habib Amour est très important dans la mesure où c'est en fait un travail de terrain qui a duré plusieurs années et donc à côté des enfants délinquants et donc d'analyser vraiment leur vie et leurs besoins et essayer de les aider, donc de préparer pour eux donc des espaces adaptés à ces enfants donc d'origine rurale. Je crois aussi qu'il y a un autre projet, celui d'une ferme pédagogique près de Tanger. Oui, c'est aussi une des principes directeurs de cette association, donc Fondation Darna et la Fondation Haja Habib Amour, et qui est donc de militer pour essayer de trouver donc au niveau de la ville de Tanger des espaces qui peuvent attendre ces citoyens d'origine rurale. Donc en créant une ferme pédagogique, en fait, il est question de donner un espace, de créer des espaces donc où il y aurait, c'est une première d'abord au Maroc, mais où on trouverait des espaces où on enseignerait encore l'agriculture, l'élevage, en fait tout ce qui remonte à des pratiques traditionnelles. Donc c'est l'identité culturelle en fait de l'enfant. Absolument. Et en même temps on trouverait des espaces de transition donc pour la vie en ville. C'est une nouvelle approche de traiter l'exode rural. Tout à fait. Bon, on souhaite énormément de succès à cette ferme pédagogique ainsi qu'à tous les projets qui sont aujourd'hui lancés à Tanger. Vous êtes de plus en plus nombreuses les associations à travailler sur Tanger. Est-ce qu'il y a une émulation entre vous? Est-ce qu'il y a un nouveau souffle? Est-ce que vous sentez qu'enfin vous avez le droit de citer? Tout à fait, on le ressent de plus en plus. Oui. Et cette dernière période-là, on essaie plus de travailler association entre nous-mêmes. Ah oui. Et je pense que les résultats sont très bons. Bon, on espère énormément de succès à toutes ces entreprises. Je crois qu'on arrive au terme de l'émission. Cette fois-ci, je n'ai pas de livre à présenter aux téléspectateurs, mais vous avez une référence que vous voulez leur mentionner. Bon, il y a d'abord le dernier ouvrage que tout le monde doit lire, c'est celui de Zebako, qui permet d'avoir donc une vision d'un architecte, un vrai architecte avec un grand A, marocain, parce qu'en fait c'est une architecture qui s'adapte au Maroc, qui s'adapte au contexte marocain, mais il y a aussi le livre de Navez Bouchanine. Je pense que tout responsable dans l'acte de bâtir doit avoir lu, parce qu'il traite de tous les problèmes sociologiques dans les différentes formes d'habitat dans la ville et dans le rural. Comment s'appelle cet ouvrage? Habiter la ville marocaine. Habiter la ville marocaine. Voilà. Madame Bkari, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous rappelle notre adresse internet et postale pour nous adresser vos interrogations, suggestions et idées de reportage. Deuxième boîte postale 2557 à Ainsba ou notre boîte postale électronique deuxième@tv2m.co.ma. Pour ceux qui ont pris cette émission en cours, je vous rappelle qu'elle sera rediffusée le vendredi prochain à partir de 14h15. Au nom de toute l'équipe de Dounia, un bon nouvel an 2000. Bonsoir.